Je viens d'être présenté brièvement, je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette présentation. Elle situe bien mes deux corpus de connaissances de référence. J'ai été statisticien dans une première partie de ma carrière professionnelle. Et pour dire vite, j'ai un peu tout seul, puis peu à peu avec d'autres, monté le système de stats français sur les conditions de travail et la santé au travail. C'est très ambitieux de le dire comme ça, mais ce n'est pas complètement faux et ça vous situe les choses. Ce qui a fait de moi quand même, de manière un peu continue, une sorte de connaisseur généraliste sur l'évolution des conditions de travail qu'on peut considérer que je suis toujours aujourd'hui. Puis je me suis, dans ce contexte-là, de plus en plus rapproché de l'ergonomie, au point de me former moi-même, de passer des beaux diplômes dans ce domaine-là, d'être habilité à diriger des recherches et de fonder, il y a bientôt 27 ans maintenant, le CREAPT dont Willy vient de parler, qui est le centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail, qui est donc un centre de recherche en ergonomie, plus démographie dans un premier temps, puis peu à peu, un petit peu de sociologie, un petit peu d'économie, un petit peu d'épidémiologie, etc. Et c'est un centre de recherche dédié aux relations âge, santé, travail, expérience. Je puiserai un peu dans les travaux du CREAPT pour cet exposé, mais pas plus qu'il ne faut. Alors, Willy vient d'indiquer par ailleurs que je suis un retraité. Je suis un retraité qui continue à faire des choses, quoi. Voilà. Des enseignements, des recherches dans l'équipe, comme ça, parce que ça m'intéresse. Évidemment, ça me positionne mieux pour parler du travail des travailleurs d'hier que de demain, hein, normalement. Les retraités sont des spécialistes du passé. On va voir. J'ai peut-être des choses à en dire quand même. Je précise que tout ça ne fait pas de moi un spécialiste des nouvelles technologies. Il y en a peut-être dans cette salle, il y en a même, je le sais, qui consacrent leur réflexion. Mais forcément, j'ai, comme beaucoup, suivi, accompagné et réfléchi sur les mutations techniques, mais aussi organisationnelles qui se sont produites ou qui sont à l'œuvre. J'ai aussi un peu participé, j'ai ça en tête parce que ça vaut le coup de l'évoquer, d'autres le feront peut-être, aux travaux de cette commission de l'INRS, enfin, ce grand groupe de travail de l'INRS en commun avec Futurib, qui a rendu son rapport il y a un peu plus d'1 an sur le travail en 2040, et où toute une série des thèmes qui font les frayeurs de Willy et qui viennent d'être exposés à l'instant sont étudiés de près. Alors ce n'est pas un travail dans le champ de l'ergonomie, mais il y a eu quelques ergonomes qui y ont participé. Mais je me permets de vous recommander à ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas. Je le trouve très intéressant, très cohérent et très stimulant à lire. Il était coordonné pour l'essentiel par un chercheur de l'INRS qui s'appelle Michel Héry, H-E-R-Y. Vous le retrouverez facilement par les moteurs de recherche. Alors, j'ai décidé comme dans mon exposé, forcément il y aura un peu de chiffres, si on veut faire il y en aura même pas mal, j'essaierai de les rendre digestes. Si on veut faire des analyses comme ça, tendancielles, on est un peu obligé, ça enrichit pas mal la réflexion de passer par les résultats que propose un certain nombre d'enquêtes, chiffrées donc. En revanche, ma construction, elle va être sur des lettres plus que des chiffres, et j'ai décidé de faire un exposé qui se présente sous forme un peu lexicale, où vous voyez, la première diapo, c'est A comme, en l'occurrence A comme annonce. Alors je vous rassure, il n'y aura pas 26 parties dans mon exposé, et je sauterai pas mal de lettres, et il y en aura peut-être en tout, je ne sais pas quoi, 7 ou 8. Alors j'ai commencé par A comme annonce, parce que je trouve légitime pour faire cette transition de d'hier à demain, de se demander au moment où les questions sont soulevées sur où allons-nous, de se demander qu'est-ce qu'on disait par le passé, de où on allait, puisque maintenant on peut regarder dans quelle mesure ces pronostics, ces prévisions, ces prospectives tenaient la route ou pas. C'est intéressant, ça aide à être attentif à la manière dont on construit des prévisions maintenant. Donc, pour envisager des évolutions à venir, demandons-nous quel avenir a été envisagé par le passé. Alors, l'entreprise telle qu'elle s'annonçait il y a une vingtaine d'années, notamment dans la littérature managériale, c'est une question qui a fait l'objet d'une très brillante synthèse. Alors synthèse pour un bouquin de plusieurs centaines de pages, et peut-être pas le mot, mais quand même, oui, ça se voulait une mise en perspective cohérente par un sociologue Luc Boltanski et une chercheuse en sciences de la gestion Eve Chiapello, il y a une vingtaine d'années, vous voyez. Et l'un des chapitres les plus intéressants de ce livre, qui s'appelle, pas l'entreprise annoncée, qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », c'était justement donc ce chapitre, on peut résumer ce qui était dedans, qu'est-ce qu'on annonçait comme mutation de l'entreprise, qu'est-ce qu'on pronostiquait et même qu'est-ce qu'on appelait de ses voeux.
c'était ceci. C'était l'idée qu'on allait passer d'une entreprise fondée sur des chaînes de commandement et d'application de décision, avec un modèle militaire. Le temps des adjudants est passé, et en fait, le chef, le dirigeant, à quelque niveau que ce soit, est un donneur de souffle, autrement dit, il regarde l'avenir. Donc, ce qui était annoncé, c'est que l'entreprise, la bonne entreprise, celle qui marcherait bien, c'est celle qui était capable d'anticiper. C'est celle qui était capable de bouger. C'est celle qui était même capable de danser. C'était le terme qui était le titre d'un ouvrage aux États-Unis de Rosabeth Moss-Kanter, When Giants Learn to Dance, quand les géants apprennent à danser. Donc, l'entreprise doit pouvoir se mouvoir le plus possible, de manière harmonieuse, comme un danseur. Hein. C'est pour ça que les chorégraphes ont de l'avenir, hein, Willy, tu le disais à l'instant. Et donc, on avait besoin d'une entreprise éminemment adaptative, sachant se déplacer dans le temps et dans l'espace, et dans ses productions, et dans son organisation, etc., pour s'adapter au maximum aux clients qui deviendraient dès lors les vrais décideurs. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Eh bien, il faut que les travailleurs suivent ça. Le bon travailleur, c'est aussi une espèce de danseur, quoi. Donc, il bouge, il ne travaille pas en permanence au même endroit dans l'usine, il travaille de plus en plus chez lui, dans des transports, chez des clients, etc., etc. Le partage entre hommes professionnels et hommes privés s'estompe. Et la conclusion alors c'est un peu embêtant que j'arrive pas à enlever cette petite... Alors c'est celui qui, le début de la phrase, celui qui saura maîtriser la plus grande variété de situations et s'intégrer, etc., dans des équipes de configurations diverses, aura un avantage incontestable dans sa progression professionnelle. Donc de même que le bon chef pointe l'avenir, de même le bon travailleur n'est pas celui qui maîtrise très bien sa situation de travail de tout de suite, c'est celui qui est capable de prédire, d'anticiper sur le fait que demain il fera peut-être autre chose et de s'y préparer, et même, sans s'y être préparé, de manière un peu au pied levé, de réussir à changer. Que disait-on, dans la même période, des conséquences que ça pouvait avoir sur le travail? Et là, je me réfère à un livre coordonné par le journaliste économique Jean Boissonnat en 1995, qui s'appelle « Le travail dans 20 ans », qui parlait peu des conditions de travail et de santé au travail, hein, mais qui en parlait un petit peu, pour dire en gros, ça va se dématérialiser, c'est-à-dire que c'est des machines, des systèmes informatiques qui vont coordonner tout ça, et qu'on aura de plus en plus un rapport un peu immatériel au travail, et donc on va y gagner du côté exposition du corps, un travail moins matériel, les exigences physiques vont être moindres, que le travail à la chaîne allait disparaître, même s'il n'avait pas encore disparu, et encore le fait qu'il soit mentionné qu'il n'ait pas disparu, je peux vous dire, c'est moi qui en suis responsable, parce que j'étais dans une des petites commissions de travail d'il y a 20 ans qui avait préparé le bouquin, et j'avais signalé que les phrases qui disaient « le travail à la chaîne, c'est du passé » étaient peut-être discutables. Alors, je fais tout de suite un sort à cette affaire-là. Hein. Le travail à la chaîne est minoritaire, hein, même en population ouvrière, mais sa proportion est stable à long terme depuis 50 ans. C'est à peu près 3% du salariat, ça dépend des définitions qu'on prend. 3% du salariat, 6, 7, 8% des ouvriers qui sont à la chaîne, enfin selon les définitions qu'on prend. Donc la chaîne a un peu disparu dans certains secteurs, où il y a des secteurs qui ont eux-mêmes largement disparu, comme le textile et l'habillement dans nos pays. Mais en revanche, comme vous le savez, par exemple, le travail à la chaîne s'est beaucoup développé dans les filières agroalimentaires. C'était peu développé il y a 20-30 ans. Bon. Et puis, donc, des interventions de plus en plus en temps réel, et donc une interrogation sur le rôle des procédures de contrôle hiérarchique qui allaient perdre leur valeur et leur utilité. Bon, voilà pour les prévisions. Voilà pour les annonces, donc. Alors, ça nous amène à nous interroger sur divers aspects de ce qui vient d'être annoncé, en commençant par ce fameux effacement des contraintes physiques. Donc C comme corps, est-ce que les fortes contraintes physiques ont disparu, ou au moins reculé? Et d'ailleurs, au fond, pourquoi est-ce qu'on pourrait prédire, on croyait juste de prédire qu'elles allaient reculer? Eh bien, on le croyait parce que d'une part, on pensait à une pente descendante du nombre d'ouvriers, et que c'est les ouvriers qui sont exposés fondamentalement à des expositions corporelles au travail, et que même en travail ouvrier, les robots, la mécanisation, etc., toutes les aides possibles allaient aussi faire reculer les exigences corporelles. Bon. Alors, certains signes iraient dans ce sens. Pour prendre un exemple, il y a eu, sur les 30 dernières années, une baisse tout à fait considérable des accidents mortels du travail, vous le savez peut-être. Considérable, division par 4. Hein. Donc ça, c'est un constat qui est lié à tout ce qu'on veut,
peut-être au progrès aussi des interventions de secours, hein, c'est-à-dire que les accidents qui auraient été mortels il y a 20-30 ans le sont moins parce que les interventions de SAMU et autres sont plus rapides, plus fonctionnellement mieux au point. Bon. Alors néanmoins, quand on passe à d'autres indications, comme par exemple les réponses des salariés aux enquêtes nationales sur les conditions de travail faites depuis, voilà, celles que j'avais contribué à fabriquer il y a une quarantaine d'années et qui continuent à être faites toutes les quelques années, qui se sont beaucoup amplifiées, améliorées et reconfigurées depuis. Enfin, et un certain nombre de questions sont posées pratiquement depuis le début. Là, vous avez l'évolution sur une trentaine d'années de la réponse aux questions « Êtes-vous dans votre travail exposé aux secousses, aux vibrations ?» Je ne sais pas si je vais commenter, vous voyez vous-même. On peut dire peut-être qu'un certain nombre de situations n'étaient pas désignées par les travailleurs eux-mêmes comme des expositions aux vibrations vraiment il y a 30 ans, et le deviennent parce qu'il y a d'autres attentes personnelles, sociales, collectives, etc. Néanmoins, ce genre de graphique ne va pas dans le sens d'une décorporéisation, d'un recul des expositions physiques, quoi. Bon. Alors, je pourrais donner plein d'autres exemples de ce genre, je ne vais pas le faire. Alors, pourquoi, encore une fois, est-ce qu'il aurait fallu que ça recule ? Peut-être parce que la catégorie des ouvriers chute. Ce n'est pas une chute, c'est un recul progressif. Vous voyez, par exemple, entre 2006 et 2016, la proportion d'ouvriers dans la population active, vous voyez qu'elle a perdu 3 points. Alors, par rapport à ceux d'entre vous qui notent beaucoup de choses de mes diapos, je voudrais dire que les diapos sont sur le bureau, là. Donc, ceux d'entre vous qui ont des clés à la pause tout à l'heure, c'est tout à fait possible pour vous de les télécharger. Et d'autre part, je ne sais pas comment fonctionne le CNAM Nantes, mais enfin, ça doit pouvoir être mis à disposition quelque part sur un site après ces journées. Enfin, pas de souci. Bon. Et donc, en 2016, on en était tout de même à 5,5 millions d'ouvriers. Donc, ce n'est pas quand même une catégorie éteinte. Bon. D'autre part, qu'en est-il des non-ouvriers ? Et les non-ouvriers, il y a par exemple des personnels de santé qui sont dans les non-ouvriers. Il y a des employés du commerce, des employés de la restauration, etc. Je ne vais pas commenter longuement ce graphique. Ce qu'il montre, c'est que pour toute une série d'expositions physiques que vous avez sur la légende à droite, là, vous avez, certes, chez les ouvriers, mais aussi chez les employés qui travaillent dans le secteur enseignement, santé sociale, donc essentiellement les personnels hospitaliers, et chez les employés du commerce ou de la restauration, vous savez que vous avez des pourcentages qui sont un peu moindres que les ouvriers, mais très grands, très supérieurs à ce qu'on trouve chez les autres salariés. Donc, beaucoup de ces catégories, parmi lesquelles il y a donc des gens qui sont non ouvriers, mais numériquement plutôt en progrès, en expansion, sont des catégories dans lesquelles il y a des exigences physiques fortes, donc il n'y a pas lieu de s'étonner. Quant à la mécanisation, etc., je ne vais pas en parler longuement parce que je sais que d'autres y reviendront dans ces journées, mais ça m'intéresse de vous citer un travail d'il y a 20 ans qui indiquait déjà l'ambivalence en fait des évolutions en matière de recul des exigences physiques. Et ça avait été une étude de Patrick Hamelin sur les effets sur le travail et sur les exigences du travail de la modernisation du secteur du transport routier. Il y avait certains côtés positifs, c'est qu'il y avait une très remarquable, notable amélioration technique des cabines de conduite et aussi des dispositifs de chargement-déchargement. Donc tout ça soulage certainement, oui, les chauffeurs routiers, les chauffeurs livreurs, etc. Mais dans le même temps, toute une série de dispositifs qu'on connaît bien, qui sont, à l'époque, c'était comment on appelait ça, leur truc de transition là, entre routiers, là, ils pouvaient s'appeler, mais c'était il y a 20-25 ans. Hein? Oui, c'est ça. Et depuis, il y a des trucs beaucoup plus sophistiqués de liens, etc., qui permettent à l'employeur ou au destinataire de la livraison d'intervenir en temps réel pour dire que finalement, tel truc est plus urgent que tel autre, etc. Et vous voyez toute la chaîne derrière. Un public d'ergonomes, je n'ai pas besoin de développer tellement, mais enfin, vous avez les objets qui sont à l'arrière de la remorque, c'est ceux-là qu'on allait décharger en premier, et puis non, c'est plus ceux-là, et donc ça oblige à les décharger, puis aller en prendre d'autres, et est-ce qu'on installe ou pas le système de déchargement automatique? Non, on écarte un peu ce qui est au bord de la cabine, il suffit que vous ouvriez les yeux dans la rue quand vous voyez un camion garé en double fil en train de décharger, vous allez voir, ils sont très souvent en train de prendre des objets qui sont plutôt près de la cabine de conduite et non pas à l'arrière. On se demande pourquoi, c'est cause de choses comme ça. Sans arrêt, des remaniements, il y a une forme d'intensification du système de production. Alors du coup, voilà, il y a plein de tâches imprévues, plus compliquées, la difficulté à utiliser les systèmes d'aide. Les effectifs dans l'entreprise où on livre sont au plus juste, donc on n'a plus, ou de moins en moins,
la personne plus ou moins de gardiennage ou un des ouvriers de la boîte ou un des personnels de la boîte qui vient donner un coup de main, ben non, là, il faut se débrouiller tout seul, etc. Alors, je viens de l'évoquer à propos de l'exemple des camions, et je vais maintenant en faire une analyse un peu plus généralisée, qui est la question de la hâte au travail, qui est certainement une des caractéristiques fortes des évolutions des conditions de l'organisation du travail dans cette période. L'accentuation d'un travail plus hâtif, qu'on connaît bien à nouveau en économie. Le productivisme réactif, qui est le modèle de production, c'est l'économiste Philippe Askenazy qui le caractérisait comme ça dans un ouvrage du début des années 2000. Productivisme réactif, donc on cherche à avoir des quantités toujours, voilà, une bonne rentabilité du geste productif. Réactif, c'est-à-dire qu'on adapte de plus en plus en temps réel la production à la demande et la main-d'œuvre à la production. Cette chaîne au sommet de ce que je disais tout à l'heure, au sommet de la pyramide, on trouve les clients, etc. Comment est-ce que ça reconfigure les contraintes de temps et en quoi ça impacte l'activité? Question centrale pour l'ergonomie, pour comprendre les évolutions de ces 20-30 dernières années, à mon sens, l'une des questions centrales pour l'avenir aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors, je m'explique là-dessus. Ce qui s'est passé, que pas mal de chercheurs ont décrit, notamment un ouvrage de 2006 qui s'appelle « Organisation du travail et santé », organisation et intensité du travail, pardon, un ouvrage collectif de toute une série de disciplines et de pays, paru chez Octares en 2006. C'est une hybridation des modèles, notamment des modèles qui organisent les contraintes de temps dans le travail. Un modèle industriel très carré, assez rigide, avec des normes, avec éventuellement des systèmes automatiques dont il faut suivre la cadence, etc., c'est peu à peu, grâce notamment aux outils informatiques, implanté dans les commerces et les services. Un bon exemple, si vous voulez, c'est le scanner le lecteur laser des caissières de grande surface, dans lequel, vous le savez sans doute, il y a un système informatique incorporé qui lui-même évalue les performances de la caissière. Par ça, il calcule le prix, il gère les stocks, etc. Mais il évalue, c'est un outil d'évaluation des performances de la caissière. Et la caissière, elle le sait. Donc, elle est quasiment sur le système de contrôle industriel maintenant. Bon. Et de même, les contraintes dites marchandes, c'est-à-dire l'adaptation au plus vite à la clientèle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas le développer, c'est implanté dans les secteurs, les grands secteurs industriels ou les grandes administrations plus bureaucratiques, avec cette idée, on fait des petites séries, le camion du client attend dans la cour, le client, on saute d'un produit à un autre, on reconfigure, etc. Donc on n'a plus le contexte relativement stable qu'on voyait avant. Et puis il y a un modèle qu'on appelle plus dit de contraintes domestiques, qui est celui des petites équipes, genre le modèle de l'entreprise familiale ou artisanale ou la petite entreprise agricole, avec une espèce d'entraide spontanée, je compense la déficience, je sais pas quoi, de mon conjoint ou de mon collègue immédiat, voilà, qui s'est répandue de plus en plus aussi dans les entreprises plus grandes et dans tous les secteurs, au travers de modes d'évaluation maintenant de plus en plus ciblés sur des petites équipes eux-mêmes. Et donc une espèce d'obligation de coopération, qui est en même temps un plaisir de la coopération, mais qui peut être une obligation de la coopération et une interdépendance très forte des rythmes des uns par rapport au rythme des autres. Il faut rester une demi-heure de plus parce que le collègue n'a pas fini, etc. Bon. Alors, que disent les statistiques de tout ça? Elles disent que toutes les formes de contraintes de rythme, chacune d'elles, concernent une population de plus en plus grande. Quelle que soit la contrainte de rythme qu'on examine, là je vous en présente 3, l'enquête en évoque une dizaine. Pour chacune d'elles, la tendance est à la hausse. Il y a de plus en plus de gens concernés par chacune des contraintes. La demande à satisfaire immédiatement, contrainte de type un peu marchand dans mon graphique précédent, la dépendance vis-à-vis des collègues, contrainte un peu domestique dans mon graphique précédent, et les normes ou délais inférieurs à l'heure, plutôt le modèle industriel. Tout ça augmente tendanciellement à long terme. Et je vous ai pas mis, par exemple, les contrôles de surveillance de la hiérarchie, ça augmente aussi. Alors même que, vous vous souvenez, la diapo sur le travail dans 20 ans disait les contrôles hiérarchiques vont perdre de leur... Ils sont différents, ils ne se formulent pas de la même manière, mais n'empêche que le nombre de salariés qui considèrent que la hiérarchie surveille leur rythme de travail et contrôle leur rythme de travail et que leur rythme de travail en dépend, ne cesse de croître. Alors, comment ça impacte l'activité, ce mélange-là? Imaginons un modèle très simplifié
une espèce de typologie des situations de travail selon les types de contraintes auxquelles on est exposé. Et je vais me limiter juste aux deux grands paquets du début de ma diapo précédente, qui sont les contraintes industrielles et les contraintes marchandes. Supposons que l'une et l'autre soient de niveau modéré. Je ne vais pas vous apprendre de secrets dans un public d'ergonomes à nouveau en vous disant que quand les marges de liberté existent, donc quand, par exemple, ces deux types de contraintes sont modérées, une personne dans son travail fait autre chose que de réaliser son travail. Elle le réalise, certes, mais elle fait beaucoup d'autres choses. Elle fait au moins tout ça. Elle peut, et souvent elle fait, tout ça. Elle anticipe un peu sur la suite, elle vérifie ou elle repense à ce qu'elle vient de faire, elle se concerte avec des collègues et des gens autour, elle essaye d'apprendre, de tester des nouvelles façons de faire, de voir si ça marche pas, d'échanger des savoirs avec d'autres. Bon. Alors ça, c'est possible. Supposons que les contraintes industrielles se durcissent, mais pas les contraintes marchandes. Il y a certes une certaine rigidité du système, avec des normes à respecter, etc., mais c'est un petit peu stable. Et cette stabilité permet, grâce à l'expérience, il y a beaucoup d'exemples de ça, même dans le travail à la chaîne, d'anticiper un peu et de se construire des savoir-faire gestuels, des modes de réflexion, des façons de gagner du temps, etc., qui font qu'on retrouve une certaine capacité de développer une partie de ce qui est dans la case en haut à gauche. Supposons maintenant qu'on soit dans un modèle marchand pur, un vendeur dans une petite boutique à l'ancienne, hein, pour donner un exemple. Bon. Là, il faut s'adapter à la clientèle, mais donc il y a des hauts et des bas. La clientèle est plus ou moins nombreuse, la file d'attente est plus ou moins longue, les desiderata des clients sont plus ou moins compliqués, des malades, des élèves, des voyageurs, enfin vous voyez, toutes les personnes en relation avec un public. Et donc il y a des heures de pointe et des temps creux. Et pendant ces temps creux, on peut soit déjà souffler un peu, soit anticiper, vérifier, se concerter, etc. dans ces moments-là. Bon. Alors vous voyez bien que quand les deux se cumulent, chacun des deux registres de contraintes condamne un peu les stratégies qui permettraient de faire face à l'autre. Ma phrase est-elle trop compliquée? Le fait qu'il y ait des contraintes industrielles fortes gêne pour faire face aux contraintes marchandes et vice-versa. C'est-à-dire que je suis dans un univers de type industriel, je pourrais tirer au moins parti de la stabilité, je ne peux pas, parce qu'on est passé aux petites séries, on est passé aux modèles qui s'enchaînent et qui ne se ressemblent pas, et donc il y a une espèce de nécessité d'adaptation permanente qui peut, et c'est souvent ce qui se passe, empêcher les capacités de faire appel à son expérience pour anticiper sur la suite. À l'inverse, dans les endroits où il y a des contraintes marchandes fortes, si j'amène des critères industriels, pensez aux réformes de l'hôpital en ce moment, pour être sur un thème d'actualité, les temps creux disparaissent, mais c'est même le but de la manœuvre. Et donc je n'ai plus ces fameuses zones qui permettent d'anticiper, vérifier, échanger, etc. Je n'ai plus ou je n'ai plus beaucoup. Et tout ça, donc, contraint énormément l'activité. Et le produit de tout ça, c'est le travail dans la hâte. J'étais à l'intérieur de mon paragraphe là-dessus. Alors, à cela, si on peut dire, s'ajoute ou s'articule avec une autre forme d'intensification du travail, qui est non pas les intensifications du travail, justement, mais l'intensification des changements dans le travail. Parce que les géants qui doivent apprendre à danser, là, ça n'a pas été uniquement des paroles dans des écrits managériaux des années 90. Dans ces écrits managériaux, les managers d'aujourd'hui, ils ont été formés dans ces années-là. Et beaucoup d'entre eux croient aux vertus du changement pour le changement. Plus ou moins. Enfin, il y en a qui sont capables de développer une pensée critique vis-à-vis de ça, mais tout de même, quoi. Hein. On a ce principe-là, donc on a plein de caractéristiques d'entreprise qui sont réellement de plus en plus mouvantes. Les changements techniques, je ne doute pas qu'on en parlera d'ici demain, des réorganisations, des polyaffectations, besoin de polyvalence et que les gens soient capables de faire plusieurs choses, les collectifs qui sont de moins en moins durables, les contrats de travail eux-mêmes, bien entendu. Ce que j'appelle là le management de passage, cette espèce de règle d'or qui est que dans beaucoup d'univers, entreprises ou administrations d'ailleurs, quand un responsable est là depuis plus de 3 ans, c'est pas bon signe pour sa carrière. Quand même, il serait censé avoir bougé. Donc, une grande partie des dirigeants sont arrivés depuis pas longtemps et vont repartir dans pas longtemps. Ce qui joue un rôle très très important, bon, même pour les ergonomes intervenants, dont l'interlocuteur change 3 fois au cours de l'étude. Vous connaissez le problème, certainement, beaucoup d'entre vous. Bon, alors, ce que je viens de décrire comme ça,
par quelques mots. On l'a par exemple retrouvé dans un travail qu'on a fait à partir de l'enquête santé itinéraire professionnel, dont je ne vais pas vous développer les caractéristiques techniques, mais si on prend par exemple la tranche, disons, des jeunes salariés, des 20-34 ans, à 4 époques différentes, et qu'on regarde à quel rythme s'opéraient des changements de conditions de travail importants pour eux, vous voyez que ce rythme n'a cessé de croître. Autrement dit, il y avait plutôt 8% des salariés de ces âges-là, dans les années 60, autour de 1970, connaissaient un changement dans l'année, et progressivement, ça n'a cessé de monter. Et ces changements, c'est ce que montrent les deux colonnes après, rouge et verte, que je ne vais pas commenter là, s'accompagnaient de découverte de certaines contraintes ou de sortie de certaines contraintes dans le travail d'ailleurs, avec plutôt plus de découvertes que de sorties. Donc cette tendance-là, d'avoir vécu des changements en tout cas importants dans ces conditions de travail, il s'agit là de changements datables, c'est très important, ce n'est pas des choses processuelles dans cette enquête-là. Hein. Ce sont déjà des événements de changement, si vous voulez, des événements dont la personne se souvient, dont elle peut dire ça s'est produit à ce moment-là. La tendance est bien à la montée. Alors si on prend les choses par un autre bout, tout aussi statistique, l'enquête du Centre d'études de l'emploi qui s'appelle Changement organisationnel et informatisation, ce n'est pas un mystère ni une surprise. Il y a eu, par exemple, au milieu des années 2000, là, en 3 ans, l'enquête, celle-là, la dernière, a été faite en 2007, et 2006-2007, et la question concernant les dispositifs techniques était, est-ce que vous les aviez déjà il y a 3 ans? Vous l'avez? Oui, non? L'aviez-vous déjà il y a 3 ans? Vous voyez que rien qu'en 3 ans, les échanges de données informatisées, les extranets, enfin à peu près toute la mobilisation du web avait progressé de manière vraiment très très sensible en termes de nombre d'entreprises concernées, en 3 ans. Alors peut-être que maintenant on a atteint une espèce de plafond parce qu'on est 10 ans plus tard, mais il y a d'autres dispositifs techniques qui ont pris peu à peu la relève et pour lesquels cette évolution-là aussi se poursuit. Donc ce n'est pas, comment dire, juste des commentaires comme ça, relativistes et intuitifs. De même, même chose du côté des outils d'organisation. Hein. Flux tendu, traçabilité, toute la certification qualité, tous les systèmes de livraison, c'est le mot livraison qui est caché là par les petites flèches, livraison en délai limité, en progrès, sur 3 ans, hein, donc ce n'est pas des progrès considérables. Mais la tendance était vraiment celle-là. Alors, parmi les milliers d'exemples qu'on pourrait prendre d'études ergonomiques sur ces situations de changement accéléré, j'en cite un comme ça, qui était une étude faite chez nous il y a une douzaine d'années dans les Hauts-Fourneaux, où on avait pu regarder, alors par une approche ergonomique, les conséquences de ces accélérations de polyvalence dans un secteur comme celui-là de production lourde et dangereuse. On constatait qu'il y avait un rythme très soutenu de polyvalence des jeunes qui était développé. La moitié des jeunes changeaient 5 à 10 fois de fonction en 100 jours. Et cette polyvalence couvrait 4 métiers différents. Donc les jeunes ouvriers des Hauts-Fourneaux, voilà la situation qui leur était faite, une espèce de presque papillonnage, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, d'une fonction à une autre, plus d'un Haut-Fourneau à un autre, il y en avait plusieurs, je ne sais plus, 4 je crois, et donc d'un moment à un autre, on changeait de Haut-Fourneau. On changeait aussi de position à l'intérieur de l'équipe, donc il y avait démontré par l'étude, sans aucun doute, un processus d'acquisition des compétences qui n'était pas celui qu'on avait pu connaître 10 ou 20 ans plus tôt. Et tout ça se passait dans un contexte où, en revanche, on n'imposait pas ça aux ouvriers de métiers sidérurgistes de hauts fourneaux bien expérimentés, qui, eux, au contraire, l'étaient une bonne fois jusqu'à la fin de leur vie professionnelle et sur le même haut fourneau. Alors vous voyez que du point de vue de la transmission des savoir-faire et de la construction des compétences de jeunes, dont pourtant on avait besoin parce que les anciens allaient partir une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard, c'est-à-dire maintenant à peu près, il y avait un problème. Alors il y avait un problème que cette étude a largement essayé de développer et de faire valoir et qui a pu, ils ont pu essayer d'infléchir un tout petit peu certains aspects de cette tendance-là, de calmer un peu le jeu, quoi. Calmer un peu le jeu pour que des jeunes sidérurgistes deviennent vraiment en capacité de maîtriser un système de haut fourneau avec tous ces aléas. Une bonne partie des aléas ne surviennent que très épisodiquement. Mieux vaut les avoir rencontrés pour pouvoir voir comment agir en pareil cas. Alors, quelles conséquences sur les gens, tout ça?
je fais partie de ceux qui défendent l'idée que si on veut synthétiser les conséquences pour le travail et les travailleurs, du côté de la santé, du bien-être, bien-être pas un terme que j'utilise tellement, de la santé, de la construction de soi, de l'épanouissement de soi, du rapport au travail, la première retombée oui, de ces évolutions-là est de l'ordre de la dispersion. C'est-à-dire qu'à chacun sa manière de vivre tout ça. Alors, il y a des travaux de sociologues qui analysent largement les reculs de la syndicalisation, etc., de la conscience de classe, etc. Là, je ne vous parle même pas de ça, c'est-à-dire simplement déjà l'idée que de plus en plus, on peut avoir le sentiment que la manière dont on ressent ce qui se passe dans le travail, ou la manière dont on en a des conséquences sur sa santé, est de plus en plus vécue sur un mode personnel. On comprend bien ça. C'est-à-dire que ce mouvement de hâte bouscule des stratégies qui se sont collectivement construites, qui pourraient s'être collectivement construites, et donc renvoie plutôt chacun un peu à soi-même. C'est largement développé par Yves Clos, notamment errer dans enfin je sais pas quoi, aller un peu à l'aventure, dans un peu isolé, dans l'immense espace des erreurs possibles. Je ne me rappelle plus sa phrase. C'est une des nombreuses très belles phrases d'Yves Clos qui décrit bien ça. Alors, je vais essayer d'illustrer ça par 2 diapos issus d'une enquête qu'on avait faite, nous, il y a une quinzaine d'années, mais dont le résultat, à mon avis, est probant pour des phénomènes actuels. Et c'était à Pôle emploi, à l'NPE à l'époque. On avait fait une enquête en santé-travail à la demande du CHSCT de Pôle emploi sur le travail et la santé, avec un questionnaire élaboré avec eux. Et par exemple, il y avait une question dont on se sert beaucoup, nous, dans les enquêtes, traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soins. On avait, donc devez-vous, jamais, rarement, souvent, très souvent, je ne sais plus, traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soins. Et on avait cherché les liens avec les réponses à certaines questions sur la santé. Ce qu'on avait constaté, c'est que les sensations de nervosité croissaient à mesure que les gens disaient qu'ils devaient traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soins. Et puis, les douleurs cervicales aussi croissaient par ailleurs. Et vous avez tous les cas de figure. Vous avez tous ceux qui se sentent fatigués, mais d'autres non. Vous avez ceux qui se sentent, qui ont des problèmes cervicales, mais d'autres non. Puis vous avez ceux qui n'ont rien, ou qui n'ont pour l'instant encore rien. Une sorte de diversification comme ça des sensations de santé qui font que quand on les éprouve, on n'est pas des centaines à les éprouver ensemble. En plus, ce sont des petites agences, hein, souvent pour la LNPE. Donc c'est un phénomène relativement général, perceptible dans une enquête statistique, mais qui n'est pas vécu comme un phénomène général par les gens au moment même où ça se produit. Les problèmes de cervicales étaient connus du CHSCT qui les attribuait à des défauts matériels. Alors que, pour autant qu'on ait pu en juger, les écrans étaient bons, l'installation était bonne, les fauteuils étaient bien conçus. Enfin, il y avait un investissement matériel à peu près intelligent de cette administration à l'époque. Ce n'était pas ça, c'était très très directement. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais ça avait beaucoup à voir avec aussi le sens du travail, le rapport aux demandeurs d'emploi, etc., etc. Et l'accélération et le sentiment de ne pas faire un suffisamment bon travail, directement, avait des impacts santé extrêmement diversifiés, dispersés. D'autant plus dispersés que ce n'était pas incompatible avec des opinions positives sur ce même travail. Ça nous avait beaucoup frappé, ça avait déconcerté notamment nos interlocuteurs syndicaux, de voir qu'il y avait donc des pourcentages considérables de gens qui disaient « je traite trop vite une opération qui demanderait davantage de soins », les barres bleu clair, là, à gauche, mais en même temps, et donc pour partie les mêmes, si je puis dire, disaient « mon travail est varié, il permet d'apprendre, il a une utilité reconnue dans l'agence, etc., etc. » Donc il y avait une bonne image de ce travail que pourtant je suis en train de ne pas pouvoir bien faire parce que je suis trop dans la hâte. Ça crée des choses qui ne sont pas des espèces de blocs compacts de refus, de contestation, mais une manière d'essayer de faire face quand même, de se débrouiller, parce que ça reste quand même un métier important, on essaye de venir en aide aux chômeurs, etc., etc., de leur trouver des emplois. Bon. Voilà. Donc on a ce paysage assez contrasté là. La tâche donc pour les praticiens, quels qu'ils soient, médecins du travail, ergonomes bien sûr, enfin tous les services de santé au travail, probablement aussi des responsables de ressources humaines, probablement aussi des responsables syndicaux, etc., c'est de trouver des occasions pour redonner à ces enjeux des perspectives collectives. Alors je les énumère. Et on ne va certainement pas développer chacune que vous allez voir. Bien entendu, l'épidémie dite des TMS, enfin ainsi nommée, est une bonne occasion
de reposer de manière un peu collective les questions d'intensification du travail et de ce mélange toxique, pour reprendre les propos de François Danielou, que constituent les nouvelles formes de contraintes multiples dans les systèmes de production. Bien entendu, les facteurs psychosociaux de risque au travail, avec cette alternative que pose très bien Yves Clos, le côté coussin compassionnel que représente un certain nombre de dispositifs à l'œuvre dans les entreprises, numéro vert, assistance psychologique, etc., qui renforcent au fond la dispersion. Je ne dis pas que ce n'est pas utile ponctuellement pour les personnes eux-mêmes d'avoir un appui. Ça renforce une visée de dispersion, ou ce que lui appelle l'entreprise délibérante, qui est l'occasion de re-questionner les contraintes qui pèsent sur ce rapport au travail et cette manière d'être épanoui ou contraint. Les modifications d'horaire, bien sûr, et Jérôme Pellis, le sociologue, explique très bien en analysant après coup ce qui s'était passé au moment des 35 heures, il y a maintenant presque 20 ans, qu'on a manqué de temps, et que donc on n'a pas posé toute une série de problèmes de rapport au travail, et donc on s'est retrouvé avec des modifications assez brutales, assez générales, là où ça a eu lieu, passage aux 35 heures, qui ont été extrêmement diversement vécues par les personnes, qui ont été renvoyées elles-mêmes pour la gestion des temps. Je ne peux pas développer plus, mais c'est tout à fait... c'était une occasion manquée. S'il est à nouveau question de réduction du temps de travail, il ne faudrait pas la manquer. Bon. Les difficultés de recrutement et de fidélisation, j'en ai parlé à propos de l'exemple de la sidérurgie. Comment est-ce qu'on conçoit les interactions formatives entre anciens et nouveaux? Et puis plein d'autres situations, plein d'autres caractéristiques des évolutions actuelles, les préoccupations qualitatives dans la société, les questions écolo, pour dire vite, telles qu'elles se développent, l'évolution des attentes vis-à-vis des syndicats. Il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, sur les syndicats et la santé au travail. Là, tout de suite, je ne me rappelle plus les auteurs, mais il vient de sortir, là, il y a 2 mois, un couple d'auteurs qui analysent comment les syndicats eux-mêmes évoluent dans leur manière de faire place aux questions de santé au travail. Vous retrouverez facilement, si quelqu'un a les noms là, il peut les crier dans la salle, ça me reviendra. Peut-être la construction européenne, avec des modèles d'organisation qui ne sont pas les mêmes entre pays du Nord et pays du Sud. Et pour être franc sur les questions dont je viens de vous parler, il vaut mieux être du Nord, et la France est plutôt du Sud. Bon, alors, je ne vais pas développer ça. Et je vais terminer là-dessus, le dernier point d'individualisation que je ne pouvais quand même pas ne pas commenter parce que j'ai dit que j'étais un centre de recherche sur expérience et âge. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte des mutations démographiques qui vont se poursuivre? Ça, c'est un vrai enjeu. Parce qu'en même temps qu'il se passe toutes ces réorganisations, changements technologiques, intensification dont je viens de parler, en même temps, il y a eu le deuxième temps d'un coup d'accordéon démographique dans la population au travail, c'est-à-dire qu'après une période de resserrement dans les années 75-95, là, où les baby-boomers se sont installés un peu, vous avez les natifs donc des années 50-60, arrivaient dans les âges médians, donc il y a eu un resserrement en fait, il y a eu beaucoup de monde autour de la 40-50 ans, toute une politique de retraite et pré-retraite précoce, des jeunes qui avaient prolongé leurs études et donc qui démarraient leur vie professionnelle plus tard. Donc tout ça faisait une espèce de... L'accordéon se resserrait, quoi. La plupart des personnes au travail avaient entre 35 et 50 ans. C'est exactement le contraire qui a démarré en 1995 et qui se poursuit. Les premiers baby boomers, eux, sont déjà dans la zone au-dessus de 60 ans, ils sont même pour partie retraités. Mais le baby boom est gros, il a duré jusqu'en 73. Donc les plus jeunes baby boomers ont 45 ans aujourd'hui. Donc il y en a encore pour un moment à avoir des gens qui vont franchir la cinquantaine et la soixantaine. Les retraites reculent, réforme des retraites. Les pré-retraites ont disparu il y a maintenant une dizaine d'années, en gros. Il en reste un tout petit peu, mais très très peu. Et de l'autre côté, l'âge moyen d'entrée dans la vie professionnelle a cessé de croître. Il n'a pas reculé, mais il s'est stabilisé depuis à peu près le début du siècle, quoi. Enfin le début du millénaire. Voilà. Donc on a maintenant des gens d'âge extrêmement, plus divers, qui vont être de plus en plus divers, entre lesquels vont se poser des problèmes de diversité des réactions à l'intensification du travail, de manière d'aménager les fins de vie professionnelles, de manière de maintenir des transmissions de savoir de qualité entre générations, etc., etc. Ça fait une raison de plus d'interroger, de donner une perspective collective à cette question de mutation technologique et de changement à venir. Le modèle par lequel on peut étudier cela, c'est le grand résumé de la manière dont au CREAPT on traite les choses. Je vous laisse vous y référer pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a en effet, avec l'avancée en âge, un certain nombre de
de déclins fonctionnels qui peuvent survenir, pas chez tout le monde, pas de manière uniforme, pour partie révélée par le travail, souvent des déclins modérés, donc il faudrait ne pas avoir d'exigences extrêmes. Et en même temps, il y a, dans les bons cas, construction et mobilisation de l'expérience. J'ai vécu des événements, je connais ma tâche, je me connais moi-même, je connais mes collègues, et c'est tout ça que je mobilise pour pouvoir réussir à faire le travail. Alors on voit bien que de tout ça découlent des stratégies dans le travail, certes, qu'on sait analyser en ergonomie, et on sait aussi analyser ce qui les empêche. Et les transformations du travail que je viens d'évoquer peuvent les empêcher, peuvent accentuer des déclins, peuvent révéler des déclins, c'est-à-dire avoir créé des situations dans lesquelles les plus âgés ne vont pas se sentir bien, par exemple avec les fortes exigences physiques, peuvent aussi contrarier, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de l'exposé, la construction et la mobilisation de l'expérience, individuelle, collective, etc. Donc, il y a l'enjeu de est-ce que les mutations qu'on vient de décrire vont ou pas laisser des stratégies dans le travail de ce couple déclin-expérience réalisables, efficientes, qu'elles fonctionnent, qu'elles soient transférables entre les personnes, transférables d'une situation à une autre, etc. Et pour toutes ces raisons-là, reconnues. Est-ce que dans cette galopade des changements, l'expérience garde sa place? Alors ma conclusion, pour l'instant, c'est, en revenant à la lettre A, pourquoi pas, j'ai bien le droit, A comme avenir. Il me semblait, en réfléchissant à tout ça, qu'on pouvait pointer quelques croisées des chemins. Le pire n'est pas sûr. Le mieux n'est pas sûr non plus. Et une partie de ce qui va se jouer dépend de toute une série d'interventions, dont les nôtres, hein, modestes, mais éventuellement utiles. Donc il y a des croisées des chemins, avec un certain nombre de visées pour les ergonomes, du côté de ce que j'appelle là emploi soutenable. On a fait un rapport que vous pourrez trouver sur le web, un rapport du Centre d'études de l'emploi sur le travail soutenable avec ma collègue Corinne Godard, et une forme d'écologie du travail. Hubo avait lancé la mode avec un laboratoire d'ergonomie et écologie humaine, qui était très très largement en fait en ergonomie, donc, pour trouver des liens entre la thématique de l'écologie humaine et l'ergonomie. Et donc, il y a cette thématique de l'emploi du travail soutenable qui, entre autres, définit 3 lignes de partage, ce sera ma dernière diapo, qui me semble être, parmi bien d'autres, les enjeux des enjeux forts pour l'ergonomie. Est-ce qu'on est capable ou non de défendre l'utilité, la pertinence, le sens des temps aujourd'hui désignés comme sans valeur ajoutée? Ces temps, vous voyez, qui étaient dans cette case en haut à gauche, dans mon petit modèle à 4 cases, là, anticipé, vérifié, concerté, etc., qui souvent, dans les modèles gestionnaires actuels, peuvent être désignés comme non productifs, sans valeur ajoutée, et donc qu'il faut essayer de restreindre pour améliorer la performance. Alors, vous connaissez l'idée, on a intérêt à défendre ça. Et ça, c'est une question qui risque de devenir de plus en plus lancinante dans la période qui vient. D'autre part, je l'ai plusieurs fois évoqué, est-ce que nous pouvons être des acteurs ou des conseilleurs ou des éclaireurs de la question de la construction des collectifs? Je ne parle pas que de l'activité, je parle même de la construction des collectifs. Hein. C'est-à-dire le fait même que des usages communs s'élaborent, que des savoirs circulent, etc. Et donc combattre la fragilisation. Et là, je reprends un terme qui est celui largement développé par Corinne Godard, dont je parlais à l'instant, dans son habilitation à diriger des recherches. Je dois la tirer quelques articles sur la question des temporalités. Et elle considère que l'ergonomie peut se donner pour cible ce qu'elle appelle le présentisme, c'est-à-dire un modèle où les entreprises n'ont pas de mémoire. Ça a été repris aussi par Willy dans sa thèse, cette idée que l'ergonome peut être, parmi d'autres, un porteur d'un certain intérêt pour la mémoire même de l'entreprise, d'où on vient, de quoi sont faits les parcours des gens, de quoi sont faites les décisions antérieures de l'entreprise. Alors, ce n'est pas tout à fait dans notre culture spontanément, puisqu'on nous apprend beaucoup à analyser l'activité ici et maintenant, mais on a probablement de plus en plus besoin, du moins je défends cette idée-là, d'une ergonomie du temps long qui permettent une mise en histoire des questions même auxquelles on s'intéresse. Voilà. Merci de votre attention.